Derrière le voile. They're coming to get you, Barbara. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, un épisode 4 de Derrière le voile un peu morose. Je vais pas prendre beaucoup de votre temps parce que je suis pas au top. Je m'enregistre au milieu de la nuit. J'arrive pas à dormir malgré mon épuisement. Mon cerveau veut pas s'arrêter de penser. J'ai encore en tête l'interview d'Henri et j'arrive pas à m'ôter de l'idée que si j'étais rentré plus tôt, rien de tout cela serait arrivé. Puis il y a tout le reste, quoi. Je me pose des questions cheloues. S'il avait été piégé, si on l'avait invité à la projection et qu'il avait été piégé, que l'autre anglais l'avait piégé. Vu qu'on n'a plus de nouvelles, son numéro n'est plus attribué. En fait, il a raison, Corentin, quand il dit que l'aura du film est plus étrange, plus inquiétante encore que le film lui-même. Et j'ai essayé de garder ça à l'esprit parce que ça fait 1 heure que j'ai commencé à chercher sur le net, à recouper les éléments en fait qui nous donnent dans ces vocaux. Et du genre l'enfant chelou, les chuchotements, les visions. Et j'ai trouvé des trucs plutôt bizarres. Alors, il n'y a absolument rien qui a été analysé avec un biais scientifique. Hein. Tout le monde y va de son explication personnelle et mystique. C'est un peu effrayant. Il y a un mec sur le subreddit Advice qui a des hallucinations auditives et visuelles qui ressemblent vraiment énormément aux hallucinations de Coco, enfin de Corentin. Et en creusant un peu plus, d'ailleurs, j'ai trouvé d'autres gens qui font référence à des hallucinations identiques. Le seul élément que j'ai et qui est récurrent avec tout ça, c'est la notion de vision interdimensionnelle. Voilà, le tissu de la réalité qui serait plus faible à certains endroits et eux pourraient le voir. Et ça me rappelle en fait qu'à un moment donné, Henri parle de ça. Donc du coup, c'est assez chelou. Et je pense qu'en fait, je devrais appeler Henri, tout simplement. Je vais essayer de l'appeler dans la matinée. Et en attendant, je pense qu'on va écouter le reste des enregistrements. Ça fera un épisode court, mais c'est pas grave. Voilà. Ah si, il y a des hypothèses aussi concernant le bébé qu'il voit dans son dernier vocal. C'est pas voilà, une entité diabolique. Ça pourrait être une entité diabolique, un esprit mal formé ou un truc qui incarnerait l'enfance de milliers d'enfants morts-nés et qui voudrait se venger. Voilà, bon, ça fait un peu supernatural, donc je savais pas si je devais en parler ou pas. Bon, là, en tout cas, j'ai une interview que Corentin a fait avec une certaine Éléonore. Voilà, je sais pas qui c'est. Allons-y. Éléonore Sinclair, bonjour. Bonjour Corentin, quel plaisir d'être là. J'aime beaucoup votre podcast. Ah, vous connaissez? Et oui, quand on aime le cinéma comme moi, c'est normal de connaître les influenceurs. Je suis flatté, une auditrice, c'est super. Elle commence bien cette interview. On se tutoie, on se vous voit On se tutoie, c'est plus chaleureux. Non mais vraiment, c'est sincère ce que je dis, en plus parce que j'aime votre opiniâtreté à vouloir rester rationnel dans vos analyses de ces films maudits. Et puis, j'aime le genre et j'aime Piscos, donc je ne peux qu'aimer un podcast qui s'appelle Derrière le voile. Merci. Alors, on va commencer. Avec plaisir. J'ai eu ton contact par Stoufimi. Tu bosses à la Cinémathèque et il m'a dit que tu étais la référence en matière de cinéma des pays de l'Est. Qu'est-ce que tu... Alors, la référence, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je suis passionnée de cinéma et plus particulièrement du cinéma des pays de l'Est, oui. Ça va de la Russie à l'ex-Yougoslavie. C'est un cinéma pluriel qui est très différent d'un pays à l'autre, qui a énormément de force, qui est très imaginatif. Je pense à un film comme Le Cercle Parfait d'Ademir Kenovic, qui a clairement inspiré le film La vie est belle de Benigni. C'est un cinéma mystérieux aussi, empreint de mysticisme. Il y a qu'à voir certains de ces films, ses représentants les plus glorieux, Vajda, Tarkovsky, Zulawski, Kieslowski, Polanski, Szabo et évidemment Pitskus. Que du beau monde, oui.
Comme je te l'ai dit avant de commencer, on fait une émission sur... Il commence vraiment sa carrière avec un film qui s'appelle Budapest-Roll en 1954. C'est un film rare et assez obscur tourné en 16 millimètres qui doit être visible à la Cinémathèque à Budapest, je crois. C'est un film assez spécial, documentaire d'auteur un peu. Pitskos y fait le portrait de sa ville à travers ses sites ésotériques. C'est très beau, très intrigant. On découvre une autre facette de cette ville, de mystérieux symboles dissimulés dans les ruelles pavées, une horloge avec un visage incrusté dans le bois. J'ai des images comme ça qui reviennent. C'est un film assez singulier qui rappelle la force et la vivacité qu'a Pitskos et qu'il applique à tous ses films d'ailleurs, en 63 avec 25 avenue de la peur, puis en 64 avec, Les premières heures du jour et puis après à Attirance, en 66, si je dis pas de bêtises. C'est quelqu'un de brillant, c'est sûr. C'est un visionnaire évidemment. La nature même de ce réalisateur et les scandales qui l'accompagnent font partie de lui. Les polémiques lors de ses sorties de films contribuent aussi à lui donner cette image. Mais je crois que ce n'est pas une image juste, au vu de ce qu'il a pu apporter au cinéma et sur ses films. Oui, c'est difficile de savoir. Mais même si ça fait longtemps, même à l'époque, il était considéré comme quelqu'un de polémique, de problématique. Alors, oui et non, il faisait polémique, mais doit-on vraiment considérer les travers des génies si l'on prend en considération qu'ils nous éclaboussent tous les jours par leur talent? C'est un peu osé comme point de vue. Oui, peut-être, mais j'assume. Moi, je considère que le chemin que prend la société doit absolument se remettre droit. Il faut revenir aux valeurs d'antan. Bon, on s'éloigne du sujet, donc je suis désolé, c'est intéressant et tout, mais... Concernant Pitskos, il faut savoir que c'est un homme passionné qui a aidé aussi des jeunes à percer. Par exemple, c'est lui qui lance Robert Evans sur la piste de Polanski pour Rosemary's Baby. La Paramount l'avait proposé à Pitskos à la base. Et oui, et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose de très troublant par rapport aux dates. Oui, j'ai déjà vu ça sur Internet. Mais enfin, pardon de te couper, mais on s'en fout. On parle d'un film, on parle de cinéma, on ne parle pas de ce genre de choses. Les drames, c'est la vie. Je voudrais parler de l'œuvre. Ça me gêne cette façon de voir le hasard comme quelque chose de vivant. Voilà, c'est que du hasard. Mais je le répète, oui, il y avait des mœurs discutables. Évidemment qu'il avait des envies peut-être contre nature, encore que. Qui n'aime pas la fraîcheur de la jeunesse? Mais ça n'empêche pas le talent, la vision unique de ce réalisateur. Sinon, on ne serait pas là en train de discuter. Il n'est pas Putain, elle seul est dans son cas. insupportable cette conne. Hein. Bientôt, elle va dire que cette ordure de Pitscos a le droit de vouloir coucher avec des gamines, quoi. Face à la complexité des œuvres de Pitskos, les gens se réfugient souvent dans une espèce de complotisme. Mais elle nous traite de cons en plus, quoi. Comme je te disais, le hasard, c'est que du hasard. Pour moi, les gens voient des choses, tant mieux pour eux. Moi, j'ai vu derrière le voile et je suis là pour en parler avec toi. Piscos est un génie et les génies sont souvent incompris. Alors évidemment, comme beaucoup de films intelligents, il nécessite un petit effort. Oui, un effort de compréhension, un effort de réflexion et puis aussi un effort physique. Mais la réputation de cette avant-première n'a pas été usurpée. Ça, ce sont des choses qui sont vraies, qui sont avérées factuellement. Donc, comment est-ce qu'on en arrive là sur un film qui, clairement, ensuite a été interdit parce qu'il provoquait ça chez les spectateurs? C'est le traitement de la pellicule qui a provoqué ça. Voilà, la pellicule a été émulsionnée avec une solution qui, chauffée par la lumière du projecteur, a dégagé une espèce de gaz qui a provoqué les hallucinations, la violence et les vomissements. Évidemment, à l'époque, on n'en savait rien. Le film a donc été purement et simplement interdit et la vérité a été passée sous silence. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir ressorti le film plus tard? Et une deuxième question qui va de pair avec celle-ci, si effectivement c'est juste une question d'émulsion, alors pourquoi émulsionner avec autre chose que les produits habituels? La deuxième question, je ne pourrais pas y répondre. Je ne suis pas Auguste Schenk et il est mort de toute manière et je ne suis pas Pitskos. Par contre, pourquoi ne pas l'avoir ressorti plus tard? Pour la simple et bonne raison que le film n'a plus de raison de sortir. En fait, il fait bien plus parler de lui en restant dans l'ombre. Tu comprends, Corentin? En restant dans l'ombre, il n'intéresse que les gens qui le méritent. Pas de trolls, pas de critiques débiles écrits à la va-vite, pas de pseudo-journalistes spécialisés, non, juste des puristes.
Oui, je comprends parfaitement. Donc, pour toi, c'est aussi du marketing, un marketing qui est profondément axé sur un côté mystérieux. Il n'y a pas de vraie malédiction, quoi. J'espère qu'un jour tu pourras voir ce film et on se rappellera pour prendre un café à l'occasion. Bon, y a rien là-dessus, là. À part elle et son ton de téléphone rose, putain, y a rien. Y a pas d'indice, quoi. Pour moi, dans ceux qui cherchent la vérité à propos de Derrière le voile, il y a les cow-boys et il y a les puristes. Les cow-boys veulent la sensation. Ils seront déçus quand ils verront un film, juste un film. Et ils seront tellement déçus qu'ils Putain, auront c'est plus incroyable comment elle rien m'insupporte. imaginé. Ils ont déjà fait un film, ils l'ont fantasmé intensément. À l'inverse, les puristes verront le film pour ce qu'il est vraiment, Mais sans ta se faire d'idées gueule. préconçues, sans se laisser influencer par des détails futiles. Ils verront ce film quand on voit tous les chefs-d'œuvre qui nous touchent, comme un passage vers une autre dimension. Tout cela n'est qu'une affaire de passion. C'est en cela que Piscos est presque biblique comme type. Ok, c'est très intense la manière dont tu en parles. Je suis très intense comme femme. Oh, sa manière de parler m'insupporte. Bref. Je remarque quand même qu'elle aussi, elle parle de la pellicule émulsionnée. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est à prendre en compte par rapport au film. Et je sais pas pourquoi, je trouve ça facile. Ça ressemble presque à un élément de langage qui serait rentré comme ça dans l'imaginaire collectif. C'est rationnel, ok, mais ça colle pas. Ça colle pas avec tout le reste. Ça colle pas avec les hallucinations. Ça colle pas avec les réactions des gens. Ça m'énerve, putain. Bon, je vais tout de suite faire quelques recherches sur Eleanor Sinclair parce que j'ai pas l'impression que Corentin l'a fait. Je vois rien à ce sujet. Et ah oui, je fais un petit mot rapide pour ceux qui se posent des questions, qui me demandent simplement pourquoi je suis inquiet. Eh bien écoutez, imaginez que votre ami de 15 ans avec qui vous passez toutes vos journées, 24 heures sur 24 presque, disparaît sans vous donner de nouvelles du jour au lendemain. Je pense que vous vous inquiéteriez aussi. Voilà, vous vous diriez pas, oh, il s'est juste barré ou il a pas confiance en moi pour continuer de bosser. Non, vous chercheriez pas des explications à la mort moelle. En plus, imaginez que vous recevez des vocaux comme j'ai reçu. Donc, vous avez une petite idée de comment vous faites fausse route. Bon, comme vous vous en doutez, après les recherches, eh bien, Eleanor Sinclair n'existe nulle part. Elle a évidemment un LinkedIn, mais je pense pas que ce soit elle, puisqu'elle fait de la communication et du marketing et qu'elle n'a absolument rien à voir avec la Cinémathèque ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je sais pas. Eleanor Sinclair, je sais pas qui c'est. Corentin, ça fait chier. Oh putain, j'arrive pas à me résoudre. J'arrive pas à me résoudre à lâcher l'affaire. J'arrive pas à me résoudre à considérer l'impossible. J'y arrive pas. Et pourtant, If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Merci beaucoup à Guillaume Wilmot et Feldup pour leur aimable autorisation à utiliser leur musique. N'hésitez pas à continuer de soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles sur vos plateformes préférées. Ça nous aide beaucoup pour continuer de chercher Corentin. Merci.